Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce bilan des animés du printemps. Une saison trop cool, vraiment. Il s'est passé de très belles choses, même de très très bonnes surprises, des nouvelles séries qui sont sorties, dont des suites. Pour certaines ont été annoncées et bon, je me suis régalé, vraiment, je pense que c'est... alors c'est pas la meilleure saison, puisque la saison précédente, vous savez que j'ai regardé plus de 20 séries et tout, mais je me suis régalé cette saison de printemps, et ça va être explosif pour la saison d'été, mais vous savez déjà ce que je regarde et ce qui sort de toute façon, ça, tout le monde le sait. Vous connaissez le format, ne perdons pas trop de temps, commençons avec la première série. Je me décale un peu, et on va commencer. Je vais vous parler de Katainaka Osan. Je vais rester très bref sur cette série-là. Très bonne découverte, je ne m'attendais pas à aimer, puisque dans les bandes annonces, j'avais pas du tout aimé en fait cette série dès son annonce. Donc j'étais en mode what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y avait de la 3D et tout. Donc niveau scénario, qu'est-ce que ça raconte? Beryl Gardenant, on va dire un maître épéiste dans un village reculé de je sais pas trop où, au fond du trou du cul du monde, a enseigné à des dizaines et des dizaines de personnes. Et un beau jour, il est appelé par une de ses anciennes élèves à rejoindre la capitale en tant qu'instructeur dans l'armée royale. Il va donc retrouver ses différentes et différents, puisqu'il n'y a pas que des femmes, hein, mais même si étrangement la plupart de ses anciennes élèves sont des filles, eh bien il va toutes les retrouver une par une. Et en fait, il s'avère que Beryl est beaucoup plus fort qu'on pourrait le penser. C'est pas juste un maître épéiste dans une cambrousse reculée, c'est un mec qui en fait est beaucoup plus fort, qui mérite largement le titre de maître épéiste, et qui va le prouver malgré que ce dernier ne croit pas trop en ses capacités. Il se dénigre constamment, il ne se croit pas capable de certaines choses, alors qu'il va aider constamment ses anciennes élèves, qui certaines font différents métiers à côté. Hein. T'en as une qui va se reconvertir dans la magie, t'en as d'autres... Bah, la plupart sont chevaliers, mais en soi, c'est... bon, il va aider aussi une jeune fille plus tard dans la série, mais globalement, c'est une plutôt bonne surprise, même si le rythme est pas terrible sur cette série-là. Voilà, il aide plus tard une jeune fille qui s'appelle Miui, qui finit par habiter avec lui d'ailleurs, mais il s'attire surtout la reconnaissance de tous les gens qui croisent en fait, hein, que ce soit la proviseure de l'académie magique, des supérieurs, du roi même plus tard. Donc le mec il s'attire toutes les bonnes grâces parce que il est compétent. En fait, littéralement, il mérite tout ça parce que il a tout ce qu'il faut, en fait. Et c'est dommage que le personnage ne croit pas en ses propres capacités. Bref, c'était globalement le scénario de la série. Après, je vous invite à aller la regarder, bien sûr, c'est disponible sur Amazon Prime Video avec une super VF. D'ailleurs, la vidéo sur les VF, et je tiens à en faire une vidéo maintenant à part entière, hein, de toute façon comme je l'ai fait lors de la saison précédente. Maintenant vous aurez une vidéo à part entière pour parler des VF que j'ai regardé lors de la saison, mais voilà, comme ça je vous dis d'avance que Katainaka Osan en fait partie. Niveau réalisation animation, qu'est-ce que ça donne? Eh bien c'est une vraie surprise. Alors on va dire que niveau animation 2D et niveau réal, niveau on va dire allez, mise en scène, c'est pas ce qui se fait de plus révolutionnaire. Maintenant, je connaissais pas du tout le studio, là, je l'ai plus en tête, je l'ai pas noté, hein, je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai pas du tout pris de notes. Mais ça a été une vraie surprise parce qu'à un moment donné, pas tout le temps, mais il est arrivé, et plus souvent sur la seconde moitié de la série, qu'on passe sur des animations simili 3D. En fait, c'est un mélange de 3D et 2D, c'est très étrange. C'est étrangement fluide et aussi étrangement bizarre parce que tu le vois évidemment la fracture directe, hein, ça se remarque directement la fracture vers la 3D, mais c'est étrangement bien maîtrisé en fait. Là où dans la bande-annonce, j'avais pas du tout apprécié parce qu'on avait évidemment des microsecondes de ces passages de combat. Et en fait, une fois que tu as des séquences complètes, et en fait, tu as envie d'en avoir plus. Donc dès que tu as vu la première, tu es en mode ouais, peut-être. Et puis tu as vu la deuxième, tu es là en mode ah. Puis tu as la troisième, la quatrième, la cinquième, tu es en mode waouh. Et en fait, t'en redemandes encore et encore et encore. Et c'était trop bien. Même si encore une fois le rythme de la série était pas, voilà, c'est au ras des pâquerettes quoi. C'est, tu te demandes quand est-ce que ça avance quoi. C'est, ils prennent leur temps. On va dire qu'ils raclent le sol pour l'instant. Ils cherchent à comprendre où est-ce que, on essaie de capter vers où ça va. Les intrigues se mettent en place, même si c'est encore ultra flou. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer dès maintenant qu'une saison 2 est prévue pour cette série. Je crois qu'elle est pour 2026. Je crois pas me tromper là-dessus de toute façon. C'est quasi certain que c'est prévu pour l'année prochaine. Mais Katainaka Osan, c'était quand même une vraie bonne découverte en soi, à part la VF, mais on en reparle, vous inquiétez pas dans la vidéo dédiée. Restez à l'affût.
Alors, j'aurais peut-être pu ne pas en parler, mais j'en parle quand même parce que c'était quand même drôle, même si c'est un petit peu inutile en soi, j'en parle tout de même. Il s'agit des petits courts-métrages de Licorice Recoil. Hein, vous avez peut-être vu passer ça, puisqu'il y a toujours ce fameux projet de Licorice. Alors, est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est un film? Il y a des rumeurs hein, qui en parlent dans tous les sens. Hein. Personne ne sait vraiment de quel format il s'agit, mais en ce qui concerne cette mini-série en soi, elle par contre, on savait que c'était quelques petits épisodes, donc 6 petits épisodes qui font quoi? 3-4 minutes, c'est des sketchs, en fait, tout simplement. Et moi, je trouve que bon, ça apporte rien, en fait. Ça se passe au milieu de la série principale, puisque si vous avez regardé le dernier, parce que évidemment spoiler, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu les séries en question jusqu'au bout, bien sûr, sinon vous allez vous faire spoiler salement. Mais dans le dernier épisode, en fait, ils partent à Hawaï. Et vous savez ce qui se passe à la fin du dernier épisode de Licorice Recoil, la série télé, dont le Blu-ray est pourri d'ailleurs chez nous. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, on tape sur Crunchyroll. Mais ils partent à Hawaï. Eh bien en fait, dans le dernier épisode, dans le dernier sketch, dans le 6e, ils s'apprêtent à partir à Hawaï. Donc c'est dans la même lignée. Donc en fait, ces mini-sketchs viennent ne rien apporter de vraiment pertinent, mais ils viennent apporter quand même des indices, ou en tout cas des indications temporelles sur quand est-ce que ça se passe. Encore une fois, ça sert pas à grand chose que vous les ayez vus ou pas vus, on s'en fout. T'as un sketch qui parle de Takina qui veut mettre la tenue de Chisato. Donc je vous disais, hein, elle part comment dire, à Hawaï. Je sais plus, je crois ils servent du café ou de l'alcool pendant un jour de printemps. C'est des sketchs sans queue ni tête, bref. Ça vaut vraiment pas le coup d'œil, mais ça fait plaisir, je veux dire, de revoir Chisato et Takina. Moi, c'est tout ce qui me convient de toute façon. Niveau réel, c'est pareil, on n'en demandait pas tant, puisque chaque court-métrage, chaque sketch était réalisé par quelqu'un de différent, donc ça permettait d'avoir, on va dire, chacun pouvait réaliser un truc à sa sauce. Voilà, globalement ce que c'était, ces petits sketchs de Licorice Recoil. Je passe rapidement dessus parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Je viens tout juste de terminer le dernier épisode de la série. C'est vrai que j'aurais pu commencer par ça en introduction, qu'il y a certaines séries que je n'ai pas finies, parce que soit je les regarde en VF, soit parce que les derniers épisodes ne sont même pas encore sortis, ce qui aurait décalé la vidéo. Mais comme j'ai un planning, bah, je ne peux pas décaler. Donc, allez, sur deux ou trois séries que je n'ai pas encore finies, je crois qu'il y en a quoi? Il y en a 2 que j'ai pas fini, soit parce que je regarde en VF, donc il me manque les 2 derniers épisodes, soit parce que la série en elle-même, au moment où je tourne là, est pas encore finie tout court, même en VO en fait. Donc bah ça oblige forcément à ce que je la tourne maintenant, mais sans que la dite série soit encore terminée. C'est obligatoire, je peux pas faire autrement. Et il s'agit de My Hero Academia Vigilance. Une putain de bonne surprise. Vraiment, My Hero Academia, déjà de base, hein, j'aime beaucoup la série, j'aime le manga, l'animé, je les drop. Par contre, Vigilante, je connaissais que 2 noms. Alors j'avais à l'époque, vraiment de manière très bref, lu les premiers tomes, je crois que j'avais lu quoi, les 3 premiers tomes, un truc comme ça, c'est-à-dire quasiment jusqu'à la fin de l'animé. Parce que je crois avoir cru comprendre, et ça a été vite fait dit là sur le Discord tout à l'heure quand je regardais les commentaires qui ont été faits, que ça adaptait jusqu'au tome 4, voire un peu plus du tome 4. Mais comme j'ai pas le moindre souvenir en fait en ayant commencé cette série du manga, donc en fait j'ai totalement redécouvert Vigilante de zéro. En fait j'avais plus le moindre souvenir de ce que ça parlait, du scénario, des personnages, de quoi que ce soit. En fait j'avais complètement oublié et c'était une putain de bonne découverte. Bones Film, donc la branche film de My Hero Academia s'est chargée de Bones, pardon, de My Hero Academia, de Bones s'est chargé de cette série, puisque vous savez que Bones a plusieurs pôles, un studio A, B, C, et du coup, cette branche Bones Film, qui s'est ouverte pour les films, hein, t'as capté, mais en l'occurrence, bah, c'est cette branche qui s'est chargée de cette série de Vigilante, et ça s'est vu, putain, la qualité de cette série, c'est monstrueux. Donc, que raconte Vigilante, histoire de vous faire un bref résumé? Koichi est un jeune garçon qui rend service en fait aux gens tout simplement, mais s'il n'a pas un alter super plaisant, un alter de glissement en fait qui lui permet de slider sur le sol avec ses mains, et il entre en contact avec d'autres personnes qui deviendront ses alliés, dont Knuckle Duster, le mec qui n'a pas de pouvoir d'ailleurs, il n'a pas de pouvoir, hein, voilà, qui frappe tout ce qui touche. Ou toutes les personnes qui lui semblent un peu suspectes parce qu'il traque des gens qui sont drogués
au trigger, voilà, qui est une drogue qui circule dans le monde, dans la ville de Naruhata, pour être plus précis, hein, puisque ça se passe de manière très précise cette série à Naruhata, voilà, un arrondissement de Tokyo, je crois. Et il va croiser aussi Pop Step, bien sûr, hein, on va dire la idole des rues, hein, qui chante dans la rue, qui chante près de la gare. Et ils vont tous les trois faire équipe pour trouver d'où vient le trigger, pour chasser les gens qui sont liés à ça, dont la Reine des Abeilles, que vous voyez juste au-dessus. On apprendra évidemment quelles sont les origines de ces personnages, quels sont qu'en fait, ils se connaissaient bien avant, notamment Koichi et Popstep, hein, qui se connaissaient en fait, mais sans savoir que l'un connaissait l'autre. Bon, Popstep, elle finira par reconnaître Koichi, hein, puisque en fait, elle captera très vite que c'est le garçon qui l'a sauvé par le passé. Mais globalement, on croisera aussi Stein, aussi, hein, les origines de Stein, on les apprendra dans cette série. Le Stein de My Hero Academia, puisque cette série se passe 5 ans avant MHA. Voilà, histoire de bien la placer, cette série est bien canon, elle se passe... Ah, canon, ça n'a pas écrit par Horikoshi le manga d'ailleurs, hein, soit dit en passant, mais ça se passe 5 ans avant MHA. Donc c'est trop bien de connaître tout ce qui se passe avant, en fait, des coups, avant All Might, avant tout ce qui se passera avec All for One, on a la genèse de certaines choses qui se mettront en place dans l'œuvre principale, et ça c'est trop bien, vraiment, et la qualité est au rendez-vous sur cette série, c'était un vrai plaisir à suivre, et la VF est aussi très bonne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les VF quand elle sortira, mais vigilante, une vraie bonne surprise, même si tenter de croire qu'il y a eu des skips, je pense qu'il y a eu des skips de toute façon, mais c'est pas non plus si grave, moi j'ai pris du plaisir et j'ai hâte de la saison 2 qui sort en 2026, et oui, j'ai appris là tout récemment, puisque je viens de finir l'épisode il y a quoi, 20 minutes, qu'il y a une saison 2 en 2026 prévue pour cette série. Et ils ont intérêt à faire le café parce que y a la saison finale de MHA qui arrive. Bon, c'est pas par le même, c'est pas par le même pôle, mais on espère que Bones Film continuera à se charger de Vigilante et que ça ne, comment dire, ça ne transversera pas vers le studio C, je crois, qui se charge de la série principale de MHA. Donc on se retrouve pas en fait avec l'équipe MHA sur Vigilante, que Vigilante garde sa propre équipe et que l'équipe MHA travaille sur quelque chose d'autre, mais qu'il n'y ait pas un downgrade de qualité comme il y a pu y avoir sur les saisons dernières de My Hero Academia. Et je vois depuis tout à l'heure, je regarde vers le haut, parce qu'en fait j'ai mon écran vers le haut, donc je devrais plus regarder là à la caméra, mais... Voilà, faut que ça devienne une habitude parce que maintenant j'ai mon écran en haut pour OBS. Mais c'était la petite parenthèse. Mais Vigilante, non, vrai, très bonne surprise. La qualité est au rendez-vous, autant scénaristique que niveau animation. Donc évidemment que j'ai kiffé cette série de Vigilante et j'attends la saison 2 avec impatience. Hop là, on va y arriver, vous en faites pas. Voilà. Je l'ai pas fini cette série, je vous en parlais tout à l'heure. C'est l'une des deux que j'ai pas terminé et j'ai carrément ma lumière qui se casse la gueule. Voilà. Tombe comme ça, ça va aller. Et puisqu'il nous reste des séries, donc attention, ne te casse pas la gueule, ne défonce pas mon nouveau bureau, parce que j'ai un nouveau bureau aussi. Cette série, je ne l'ai pas finie. Elle fait partie des deux que j'ai pas fini parce que je la regarde en VF. Il s'agit de la sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Oh mon dieu, quel banger cette série. Alors, dans quel sens? Parce qu'en fait, il se passe pas grand chose en fait dans cette série, puisque je vous rappelle vite fait le speech de la sorcière de slime. Il s'agit d'une jeune femme qui s'appelait Azusa, qui est morte. Elle est réincarnée et elle choisit, parmi les vœux qu'on lui offre, hein, que la déesse lui offre, elle lui donne des choix, elle lui dit voilà, si tu choisis ça, je réaliserai ton souhait. Elle fait le vœu d'être réincarnée dans un nouveau monde et de garder son apparence telle qu'elle l'avait quand elle avait 17 ans. Donc en gros, elle est éternellement jeune, pour faire plus simple. Donc il va y avoir, comme le nom de la série l'indique, 300 ans qui vont passer. Elle va rencontrer de plus en plus de gens. Elle va s'isoler dans une maison loin d'un village. Mais les décennies, les centaines d'années vont passer et elle va se faire ce groupe d'amis, de famille, hein, qu'elle va se concevoir avec Falfa, Chalcha, avec Arukara, avec Fratorté, avec l'autre, le dragon de feu, là j'ai complètement oublié parce que Fratorté c'est le dragon des... Et Rosalie aussi, le fantôme, bref, tout un tas de monde, le royaume des démons aussi, bref, elle va se faire des amis à droite, à gauche, en long, en large et en travers, et cette saison 2, c'est tout simplement la continuité des choses. Voilà, c'est la petite vie d'Azusa avec sa famille, qui suit son cours. Voilà, ça avance, c'est lent, ça raconte quasiment rien. On a des nouveaux personnages, bien sûr. Hein. On a du coup la petite fille plante là que vous voyez au premier plan. De toute façon, elle est mise au premier plan. Pourquoi? Parce que c'est le nouveau personnage qui rejoint la famille d'Azusa dans la saison 2. C'est une plante. Voilà. C'est une putain de plante.
Il n'y a pas plus simple comme explication. Mais c'est cool, c'est reposant, c'est marrant, allez, sous certaines mesures, mais c'est marrant quand même. Moi, j'ai passé de bons moments devant. Mais il me reste les 2 derniers épisodes techniquement à regarder, mais peu importe que j'en ai regardé, que je les ai tous regardés ou que je ne parle que des 10 premiers, c'est toujours aussi sympa. Niveau réal, c'est pas ça, c'est pas exceptionnel. C'est pas appliqué des hannetons non plus, tu vois. C'est pas catastrophique, c'est pas incroyable. La S1 faisait déjà pas mal le taf, et c'est le studio Teddy qui s'est retrouvé solo sur cette S2, hein, qui s'était fait longuement attendre, puisqu'elle était restée sans news pendant 2 ans et demi, je crois. Donc on avait eu l'annonce, et puis plus rien, silence radio en fait. Et elle est sortie comme ça, il y a eu une bande-annonce, je crois que c'était à l'Anime Expo 2024. Non, 2023, même 2023, je crois, il avait été annoncé. Non, c'était pas l'Anime Expo. Si c'était l'Anime Expo, je sais plus. Mais en tout cas, lors d'un. Ou l'Anime Japan. C'était l'Anime Japan. Où elle avait été annoncée, c'était S2. Donc il avait fallu attendre quasiment 1 an pour la voir. Et donc elle est arrivée en ce printemps 2025. Et c'était un vrai plaisir à suivre. Vraiment. Et la VF, c'est pareil. Restez à l'affût concernant la VF de cette série. Parce que c'était vraiment excellent à suivre. Et s'il vous plaît, une S3, surtout que la S1 sort sort cet été en Blu-ray chez nous en France. Il y a la saison 1 qui sort en Blu-ray chez Crunchyroll. Donc ça va partir sur un revisionnage de la S1. Hein. Dès que le Blu-ray sort, là, dès que je le reçois au mois d'août, là, mi-août, fin août, parce que je serai probablement pas là quand il arrivera chez moi, mais dès que je le réceptionne et dès que je vous le fais sur la chaîne, de toute façon, ça sera en vidéo, donc ça sera un revisionnage instant de cette saison 1 de la sorcieuse du slime. Soyez-en certains, en tout cas, moi j'ai kiffé. Une excellente nouvelle série aussi que j'ai surkiffé avec Vigilante. Bon, c'est vraiment un autre truc, hein, c'est un autre délire, mais ça a fait parler. Il s'agit de Rock is a Lady Modesty. Un peu comme Osan, c'est une série qui va jouer entre la 2D et la 3D. Et putain, quelle excellente série. Donc comme son nom l'indique, Rock is a Lady Modesty. Ce sont des jeunes filles qui viennent d'une école de jeunes nobles, en fait, de jeunes filles nobles. On suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Alissa, je crois, c'est ça, Alissa. C'est ça, je me trompe pas. Si je me trompe, le montage fera le travail. Qui rejoint donc cette école prestigieuse parce que sa mère s'est remariée avec un homme riche. Souci étant que la jeune fille, avant, aimait beaucoup faire du rock. Et que donc elle a donc dû, je reformule, abandonner ce plaisir, parce que c'était ce que faisait son père, puisque maintenant son père n'est plus son père, techniquement ils sont séparés avec ses parents, bref, sa mère lui a interdit de faire tout ça parce qu'elle doit être parfaite, droite dans ses bottes, elle doit rendre fière sa mère, parce que sa mère déteste le rock. En gros, sa mère ne veut plus en entendre parler, c'est mort. La jeune fille, donc, pour rentrer dans le rang, a dû devenir une jeune fille de bonne famille, et donc oublier tous ses loisirs, tout ce qu'elle aimait, etc. Souci étant qu'un beau jour, une autre jeune fille qui donc joue de la batterie, ici, j'ai oublié le nom des persos, c'est pour ça que je dis ça, va l'inviter. En gros, elle va capter que la fille elle joue de la batterie, mais elle va refuser de jouer avec elle, mais finalement elle va jouer avec elle, et ça va devenir leur petit secret. Elles vont jouer du rock ensemble dans leur petit bâtiment à l'écart de l'école. Elles vont jouer tous les soirs, se faire des petits kiffs. Ça seulement en apparence. Parce qu'en fait, elles jouent pas juste pour jouer. Elles jouent à en dégouliner de sueur. Et à un niveau de dégoulinage que ça en fait des flaques d'eau. Et à la fin, elles se notent leur performance en s'insultant leur grand mort. Et ouais, c'est ça Rock is Lady Modesty. C'est des jeunes filles de bonne famille qui, une fois qu'elles touchent un instrument de rock et qu'elles se mettent à jouer, elles s'insultent leur grand mort. Et elles jouent à en être KO à la fin de la séance. Elles jouent avec leur âme. Dès qu'elles touchent l'instrument et qu'elles se mettent à jouer, leur âme quitte leur corps. Elles sont imbriquées dans le délire. Elles s'entremêlent, comme le dit l'un des personnages. Elles s'entremêlent, elles sont complètement absorbées par le truc, et les concerts sont d'une qualité exceptionnelle. La 3D, même les passages 2D, dans l'épisode 1, je vous invite vraiment, ne serait-ce qu'à checker l'épisode 1, le dernier passage de batterie, là, l'animation 2D, elle est exceptionnelle sur cette série.
C'est une véritable bonne découverte sur cet animé. Et franchement, je ne peux que le recommander si vous aimez les trucs à la Bocchi The Rock. Alors, ça n'a rien à voir. Mais t'as compris, il y a Rock is Lady Modesty. J'ai sorti Bocchi The Rock comme ça, complètement au pif. Enfin, c'était pas voulu. Hein. Mais si vous aimez les animés de musique, dites-vous que vous allez kiffer. Vraiment, à 100%, vous allez kiffer cette série. J'ai surkiffé cette série. Regardez-la, par pitié, s'il vous plaît. Voilà, je m'arrêterai sur ça, sur Rock is Lady Modesty. Une autre bonne surprise de l'auteur de Yuru Camp, et vous savez très bien de quelle série je parle, une série qui, en fait, au niveau de sa promo, a été ultra discrète. On en a très peu entendu parler, on s'est dit, mais quand est-ce qu'on allait avoir un putain de trailer de cette série? C'est un autre manga d'Afro, l'auteur de Yuru Camp, et ça s'appelle... Non, c'est pas Rock is Lady Modesty. Il s'agit de Mono. Une véritable bonne découverte d'un studio que je ne connaissais pas du tout. Et dès l'épisode 1, puis en fait, t'as eu l'épisode 1, t'as eu l'épisode 2, puis l'épisode 3, puis l'épisode 4, enfin t'as capté l'idée. Et encore une fois, ça monte crescendo. Tu ne t'attends pas à ce que ce soit aussi incroyable. La réal de cette série, c'est un coup de massue dans la gueule. Tu ne t'attendais pas à ce que ce soit aussi quali. C'est une production que je pourrais qualifier de fourre-tout. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et tout le monde te sort des bangers comme ça. Tu sais pas d'où ça sort, t'as des séquences, des fois, tu ne t'attendais pas à ce que des artistes travaillent sur cette série de Mono. Ça sort de nulle part. Mono, cette série-là, qui raconte l'histoire de jeunes filles qui font partie d'un club de photo au lycée, qui finissent par se mélanger avec le club le club de c'est quoi, c'est le club de vidéo ou le club de cinéma, parce que les deux clubs risquent de fermer, donc ils sont obligés de fusionner les deux clubs. Voilà, t'as capté. Donc il deviendra le club de ciné-photo, voilà. Et elles vont aller partout. Et en fait, cette série, prendre des photos, prendre des vidéos, elles vont aller partout, elles vont même filmer avec cette fameuse caméra que tient l'héroïne principale, cette caméra 360, ce qui est incroyable. Le générique de cette série est fou, les séquences en 360 dans cette série sont folles, et il faut savoir que ça se passe exactement dans le même monde, à la même époque que Yuru Camp. Alors, dans le même monde et à la même époque, c'est vrai que c'est assez vague. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des caméos des personnages de Yuru Camp dedans. Mais le souci, c'est que, il y a certains, on va dire, lieux, dans certains lieux, il y a certains trucs qui sont présents dans Yuru Camp et qui sont pas présents dans Mono. Donc, est-ce que ça se passe exactement au même moment ou à une autre époque ou en même temps? Tu sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que Mono fait d'énormes refs, voire même de la pub à Yuru Camp à certains moments, parce qu'ils arrivent carrément au lac Motosu. Et est-ce que ça vous dit qu'il y a peut-être quelque chose, le lac Motosu? Oui, c'est dans le premier épisode de Yuru Camp, là où va camper Rin, et où elle rencontre Nadeshiko pour la première fois. Et bien quand elle rentre dans l'endroit, dans le petit cabanon, il y a des affiches de Yuru Camp. Donc je vous dis, cette série, en plus de se passer dans la même région, donc de Yamanashi, on revisite des lieux, ou bien on découvre de nouveaux lieux, pas présents dans Yuru Camp, parce qu'elle ne comme pas dans cette série de Mono. Elles font que visiter des lieux pour prendre des photos, des vidéos, à l'aide d'une mangaka qui va carrément se servir d'elle, donc des héroïnes de cette série que vous voyez ici. Harusan, je crois qu'elle s'appelle. Et je pense, très honnêtement, que Harusan est une caricature d'Afro. Je le pense parce que clairement, elle dessine un manga qui ressemble quasi très portrait à Yuru Camp. Donc, Harusan est carrément, je pense, une représentation dans sa propre œuvre d'Afro, l'auteur du manga. Et je trouve ça trop cool en vrai. C'est pas forcé, il n'y a pas des caméos à tous les épisodes, ils sont pas hyper flagrants. Par contre, quand tu les vois, t'es content de les voir. Et vraiment, Mono, je reviens sur la production de cette série, et sur la réal et sur l'animation, c'est une putain de surprise. Vraiment, tu ne t'attends pas à ce que ce soit aussi quali. Plus les épisodes avancent, plus c'est quali. T'as des séquences parfois, genre la séquence de descente en skateboard, mais c'est god tier vraiment en animation. Pareil, il y a une séquence où elles sont dans un labyrinthe, où elles doivent, un escape game, où elles doivent sortir, donc elles doivent trouver les sorties. Elles sont dans un bâtiment enfermé, elles doivent réussir à en sortir. T'as capté? Et d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, t'as des séquences de fous furieux qui arrivent, tu comprends pas pourquoi. C'est un peu comme Onimai, vous savez, la série du studio Bind là. Tu t'attends pas à ce qu'une comédie romantique soit aussi quali.
Bah en fait c'est exactement ce qu'est Mono. Tu ne t'attends pas à ce qu'il y ait de tels bangers en termes de séquences alors que c'est une putain de slice of life de meufs qui vont prendre des photos dans des lieux à Yamanashi ou ailleurs, mais c'est plus dans la région de Yamanashi qu'autre chose. Même lieu qu'Yurocamp. Mais on redécouvre Yamanashi sous une nouvelle, sous un nouveau jour, sous plein de lieux qu'on ne voyait pas, qu'on n'a pas pu voir dans Yurocamp. Et c'est génial, putain. Vraiment. Donc évidemment que j'ai kiffé cette série, c'est évident. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas de suite. Pourquoi il n'y a pas de suite? Parce que, tout simplement, Rock is Lady Modesty aussi, d'ailleurs, ils n'ont pas annoncé des deux. Mono, pourquoi? Et je peux vous dire déjà d'avance pourquoi Mono n'aura pas de suite avant très longtemps, pour ceux qui se poseraient la question. Parce que le manga avance très lentement, très très lentement. Le tome 5 du manga est sorti il y a très peu de jours, il y a 4 jours au moment où je tourne cette vidéo, le tome 5 du manga de Mono est sorti au Japon. Donc en fait le manga avance très 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 lentement. Parce que je pense qu'Afro prend son temps, parce que Yurocamp avance aussi très lentement. Donc Afro, il est chill, ou elle est chill, je sais pas si c'est un ou une, voilà. Avance très 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 lentement, prend son temps. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait déjà le deuxième manga qui est adapté en animé. Donc faut mettre les bouchées doubles là. Yurocamp, il y a une S4, on rappelle, qui est prévue. Hein. Et il n'y a pas assez de matériel pour faire une S4. Donc il y a intérêt à ce que ça charbonne là, tu vois. Mono, franchement, excellente découverte. Vraiment, je pense que c'est mon banger de la saison. Et on enchaîne tout de suite avec la prochaine. Et en vrai, c'est la dernière sur laquelle je vais vraiment m'attarder parce que les autres, pas que je m'en fous, hein, mais on va aller plus vite, surtout sur la prochaine après celle-ci. Ça va aller plus vite. C'est Gundam G-Quox. J'ai commencé cette série en me demandant est-ce que je peux la regarder. Et je peux dire tout le monde, tous ceux comme moi qui ne connaissent, qui n'ont pas vu beaucoup de Gundam, voulaient se lancer dans cette série de G-Quox, se sont demandé est-ce que je peux la regarder sans avoir vu quoi que ce soit d'autre. Alors oui et non. Voilà, on va commencer par ça. G-Quox, cette série Gundam réalisée en partenariat avec les studios Sunrise, donc qui font les Gundam hein, depuis maintenant quelques années, et le studio Kara d'Hideaki Anno, réalisateur d'Evangelion, rappel, hein. Voilà, rien que ça. Donc une coproduction, voilà, entre ces deux studios. Pour cette série de G-Quox, dont le Kara designer vient de Pokémon Soleil et Lune, donc ça a fait aussi ça a aussi fait débat là-dessus, que c'est pas adapté à du Gundam, blablabla, bla, on aime ou on n'aime pas, c'était sympa quand même. Après voilà, on peut être rebuté par le design, je comprendrai, bien sûr. Mais cette série de G-Quox est une série alternative, c'est un monde alternatif aux premières séries Gundam. Oui, la série Gundam des années fin 70, début 80. Dont la première série Gundam qui s'appelle simplement Gundam. Il y a aussi plein de suites évidemment, hein, Gundam 79, Char contre-attaque, bref. En fait, vous pouvez techniquement regarder cette série de G-Quox sans avoir vu les séries précédentes, mais en fait c'est mieux d'avoir vu les séries précédentes, les films et tous les trucs qui vont avec, parce qu'il y a tellement de références et la série te crache tellement à la gueule, parce que sur le Discord que je suis, la communauté Blu-ray, parce que je parlais du Discord tout à l'heure mais j'ai pas précisé lequel, de la communauté Blu-ray, il y a beaucoup de fans de Gundam dessus. Donc je sais globalement, et il y a même d'ailleurs la personne qui a géré cette série Gundam chez nous en France et chez Amazon Prime, hein, donc qui avait les yeux bien en face des trous pour vérifier ce qui était fait et si c'était bien fait, surtout, hein, que ce soit au niveau traduction, que ce soit au niveau doublage, parce que c'est l'une des premières séries Gundam, et ça fait longtemps qu'une série Gundam, je crois que c'est l'une des mêmes premières en France qui a un doublage simultané avec la VO et tout. C'est une série qui a été bien traitée chez nous. Et du coup, on nous offre plein d'anecdotes sur la traduction, sur des références aux anciennes séries. Donc c'est pour ça que je sais qu'il y avait plein de références que la série te crachait à la gueule constamment. Et le problème, c'est que si t'as pas vu les anciennes séries, tu ne peux pas les connaître. Il y a plein de personnages également, comme je sais pas moi, le commandant de Zéon ou je sais pas quoi. Si tu connais pas Char, bah si t'as pas vu les anciennes séries, tu peux pas savoir à quel point Char, Aznable, donc la comète rouge, est si importante dans cette série Gundam de G-Quox. Alors que tu le vois qu'à la fin, en fait, Char. Mais tu comprends pas à quel point il est si important pour la série, même si, fort heureusement, la série au moins t'explique niveau contexte ce qu'elle voulait raconter. Mais c'est tellement mieux d'avoir vu les séries d'avant, en tout cas de ce que j'en sais, parce que je les ai pas vues moi personnellement, que de pas les avoir vues, tu comprends pas la moitié des références.
et de certains termes et de certains personnages, qu'est-ce qu'ils font là et qu'ils ont fait par le passé. On te le dit, mais que très brièvement. On revient que sur très peu d'événements en fait. On te donne le strict minimum pour que tu comprennes la série. Mais le problème, c'est que ça suffit pas. En tout cas, je pense, à mon sens, ça n'a pas suffi pour que je comprenne tout. Voilà. Si jamais vous avez peut-être pas tout compris, bah c'est normal. On est ensemble, les gars. Si vous n'avez pas tout compris de cette série de Gundam G-Cox, surtout que la fin est, voilà, est mi-figue mi-raisin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, maintenant niveau réel, parce que niveau scénario, en vrai de vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin de repasser sur cette série de Gundam G-Cox? En vrai de vrai. Non, hein, tout le monde l'a vu. Hein. Je vais passer volontairement la partie scénario sur cette série pour passer directement à la réal et animation et faire mon petit bilan. C'est le bilan, vous le savez. Hein. J'ai aimé cette série, mais j'ai pas tout compris. Voilà, c'est ça le bilan. Mais on va parler vite fait de la réal et de l'animation. C'était méga propre, surtout sur les derniers épisodes. Putain, Kara, ils ont fait un boulot de folie. Vraiment, tu sens que les mecs, ils maîtrisent le Gundam, enfin les mechas font, surtout grâce au dernier Evangelion, surtout qu'en fait, c'est sur ça, et sur leur maîtrise parfaite de la 3D sur les robots, qui fait que cette association de Sunrise et Kara ait si bien marché sur cette série de J-Cox, parce que la formule fonctionne merveilleusement bien avec ces deux studios, et franchement, ils ont sorti un banger de A plus Z, franchement, niveau animation et tout ce qu'il faut, même si ça met du temps à arriver, les batailles de robots et tout sur la fin. Et d'ailleurs, il y a plein d'anecdotes qu'ont donné les réals là-dessus et tout, et sur les différentes personnes, les directeurs d'épisodes qui ont travaillé sur certains épisodes spécifiques et tout, il y a plein d'anecdotes là-dessus. Et encore une fois, Saga, la personne qui s'occupait de cette série en France, vous pouvez aller voir sur son Twitter, je le mettrai peut-être d'ailleurs dans la description, le X de Saga, la personne qui s'est chargée de cette série Gundam en France, en tout cas l'une des personnes qui s'en est chargée en France. Et non, franchement, mis à part ça, mis à part l'incompréhension sur certains points, c'est une très bonne série Gundam. Maintenant, est-ce que je peux vous la recommander sans avoir vu le reste? Je ferai pas le pari là-dessus. En tout cas, moi, je mets un disclaimer. Voilà, c'est tout. Maintenant, si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu. Donc pourquoi je donne un disclaimer, j'en sais rien. Les carnets de l'apothicaire, saison 2. J'ai pas vu les 3 derniers épisodes parce que je regarde en VF. Alors techniquement, il m'en reste 2 là en fait. Et il y a le dernier qui est censé sortir au moment où j'enregistre ces lignes. Donc la série a été repoussée 2 ou 3 fois, je crois, soit à cause de programmes spéciaux parce que peut-être la prod avait un problème, soit à cause d'événements à la télé japonaise qui ont décalé les carnets de l'apothicaire d'une semaine. Ce qui fait que la série a été décalée, puis redécalée, puis redécalée. Donc les derniers épisodes, le dernier épisode qui aurait dû sortir techniquement le week-end dernier. Et en fait, il est prévu que le week-end d'après que je tourne cette vidéo. Donc voilà, t'as capté. Mais je peux quand même en faire un bilan, même s'il me manque il me manquera les 3 derniers, du coup. Mais c'est une excellente série, hein. Vraiment, la continuité est parfaite. Et surtout, on va parler que du second cours. Parce qu'en vrai, j'aurais pu parler de toute l'intégralité. Mais ça, comme les autres séries, en fait, ça monte crescendo. Et c'est à partir de la seconde partie, c'est-à-dire à partir du moment où Mao Mao se fait enlever, qu'on apprend les origines de Shisui, qui est en fait depuis le début Lolan. On apprend tout ce qui se passe en dehors de la cour intérieure. On apprend enfin ce qui se passe en dehors et on voit enfin d'autres décors que la cour intérieure, que c'est la panique générale et que tout ça a été orchestré depuis en fait la S1. Que une fois que tu revois la S1 et que tu enchaînes avec la S2, tu comprends tout en fait. Tu comprends que tout était orchestré, que la mort de Shenmei était prévue. Ça, c'est Shenmei. Non, c'est pas Shenmei, elle, c'est la grande méchante, la mère de Lolan, Shenmei. Je sais plus comment elle s'appelait, l'autre qui s'est fait passer pour morte et qui finalement est revenue à la vie grâce à un élixir. Merde, j'ai oublié, c'est pas si grave, mais vous voyez certainement de quel personnage je veux parler. La sœur de Shisui, qui est en fait Lolan, t'as capté ou pas? Mais le second cours, ouais, banger sur banger, les épisodes et les derniers, là, quand ils arrivent pour se battre, hein, que du coup la rébellion s'est fait connaître de la cour intérieure et qu'ils ont plus le choix que de les intercepter, hein, de venir les attaquer pour arrêter leur rébellion, en tout cas leur rébellion en devenir, ils vont l'avorter et qui vont venir se battre, hein, que le royaume dont fait partie l'empire dont fait partie du coup ce cher ce cher Shinji, c'est ça Shinji, euh, bah c'est génialissime, voilà.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus en vrai? C'est banger sur banger, donc il n'y a pas grand chose à dire. Gundam J-Cox, tout comme cette série d'apothicaire, j'en parle dans la vidéo VF. Ouais, j'ai fait beaucoup de pubs sur cette vidéo des VF, hein, mais obligé en même temps, hein, parce que sinon. Voilà, mais apothicaire, bon, je sais pas, je serais pas surpris qu'ils annoncent une S3, hein, de toute façon, tellement c'est incroyable, tellement on enchaîne. C'est un peu plus compliqué niveau réalisation quand même, hein. Il y a eu beaucoup de sous-traitance, bon, plus au studio Station d'ailleurs, mais banger, hein, les épisodes de Station d'ailleurs, même si c'est pas une série qui bouge beaucoup, banger Station, hein, ils ont carry cette saison 2 des carnets de l'apothicaire, qu'on rappelle, hein, est censé être géré par OLM et le studio Toho Animation Studio, mais Toho, ils sont juste là, vous savez le même, hein, on est là, on est là pour faire, on fait acte de présence, rien de plus, c'est Toho. Voilà, ils sont juste là, et ils ont leur nom crédité en coproduction, mais ils n'ont rien foutu. C'est Station et je pense au LM et pour même, je pense, d'autres studios de sous-traitance qui ont carry cette série des carnets. Mais en même temps, c'est pas une série qui demande à faire des fulgurances d'animation, donc c'est pas non plus si grave. La production s'est pas effondrée, mais c'est pas non plus banger. Mais c'est pas non plus catastrophique. Il n'y a pas un épisode qui a été meilleur qu'un autre visuellement. Peut-être certains autres qui se sont certains spécifiques, pardon, qui se sont démarqués visuellement. Mais c'était pas non plus, genre, il n'y a pas eu genre une séquence de fou furieux, il n'y a pas eu un grand animateur qui s'est popé de nulle part pour faire une séquence de fou furieux, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de besoin d'halo de lumière prestigieux ou d'explosion de couleurs, de quoi que ce soit. La réal se suffit largement à elle-même. Donc, pas besoin de fulgurance. En tout cas, les carnets, c'était un vrai plaisir à suivre et j'ai très très hâte qu'il y ait une suite, un de ces quatre. Si saison 3, ils annoncent derrière. Mais comme la S1, à la fin de la S1, ils n'avaient pas encore annoncé DS2, il avait fallu attendre quelques semaines à l'Anime Japan. Je serais pas surpris qu'à la fin de l'année, à l'Anime Japan, ils annoncent une S3, comme ça. Voilà, je garde mon petit suspense pour moi. On verra à la fin d'année si c'est le cas ou pas. Allez, il nous en reste deux, mes amis. Tenez bon. On va parler de Fire Force. Et c'était compliqué Fire Force. Hein. Ouh là là, c'était compliqué. C'était très compliqué là. David Production, ils ont un peu chié dans la colle. Ouais, je pense que vous attendiez peut-être pas à ce que je dise quelque chose comme ça, mais je trouve que David Production, ils ont un peu chié dans la colle. Pour moi, il n'y a pas assez d'épisodes. Voilà, je le dis d'avance, même s'il y a le cours 2 qui arrive au mois de janvier 2026, pour moi, c'est foutu. Voilà. À moins qu'il y ait un vrai miracle, genre un film ou quoi que ce soit, pour moi, cette série, elle est déjà foutue dans l'œuf, en fait. Niveau production, on va passer très vite, après je parle du scénar. Je parle direct de la réal pour aller plus vite. Et de l'animation. C'était pas bon. Voilà. C'est inconstant, c'était pas fulgurant. Il y a là où il fallait de l'animation, il y en avait pas. Il y a eu vraiment que très peu de moments où vraiment ça bougeait de fou. Il y a eu quelques petites impact frames à droite à gauche. Il y a peut-être 2-3 séquences, allez, qui sont sympas, mais le niveau de calendrier de cette série devait être tellement à chier qu'en fait on a perdu beaucoup de monde. On a perdu surtout Kazunori Ozawa, on a perdu je sais plus quel animateur, si c'était Ozawa hein, qui avait travaillé sur la S1, sur la S2. Il y avait un animateur en tout cas, je sais plus si c'était Ozawa. Ozawa avait bien travaillé sur la S2 je crois. Mais il y avait un autre animateur qui travaillait sur la S1 et qui avait fait et la S2 aussi, qui avait fait plein de séquences d'action qui ont fait la renommée de la série. C'était plus sur la S1 qui est explosif, hein, mais qui est du coup absent, qui a été absent de cette saison 3, partie 1 de Fire Force. Et ça s'est fait ressentir de fou, vraiment, le rythme était lent, mais lent, les gars. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est foutu dans l'œuf, parce qu'il reste tellement de chapitres à adapter. Je crois qu'il reste genre 90 chapitres. 12 épisodes, 90 chapitres, c'est mort, les gars. Ils vont skip 80% des trucs. En tout cas, ils vont en skip plus de la moitié. C'est obligé, ils ont pas le choix. Et je vous dis pas à quel point ça va être une merde s'ils font ça. Hein. Ah, ça va être un calvaire. Hein. Ah, ça va être un tranchage dans l'art, mais un tranchage, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les 90, ils vont couper en deux, ils vont remodeler un truc à peu près cohérent, et puis ça va donner un truc sans queue ni tête. Hein. Moi, je dis d'avance que ce truc est mort. Voilà. La qualité n'était pas au rendez-vous, c'était très inconstant, trop inconstant même. Il y a eu quelques fulgurances, je reviens là-dessus, je l'ai déjà dit il y a 30 secondes, mais il y a eu quelques fulgurances vraiment très minimes. Je pense à Arthur contre Dragon, mais voilà, si vraiment on retient que ça. Allez, peut-être Shinra contre Barnes, vite fait vers le milieu, un peu avant du coup, pendant Arthur Dragon. Voilà, c'est peut-être les 2-3. Allez, sur les 12, il y a peut-être eu 2-3 épisodes où il y a eu des fulgurances d'animation, et ça s'arrête là. Le reste, soit c'était du blabla, ou il manque la moitié des infos, soit
bah, en fait, les animations étaient pas présentes et il manquait grossièrement ça manquait grossièrement de rythme et d'action, en fait. Et c'est bien dommage. Donc voilà. Maintenant, pour parler vite fait du scénar, bah, ça suit son cours en fait, hein. La 8e brigade est considérée maintenant comme des déserteurs. L'apocalypse s'approche. Les piliers sont maintenant tous réunis. On apprend plus d'informations sur la combustion humaine, on apprend la vérité derrière la combustion humaine et les doppelgangers, qui sont ni plus ni moins que des doubles venant de l'Adora des gens, expliquant qu'est-ce que la combustion humaine. Après, c'est très flou, encore une fois, il manque des informations. Donc voilà. Pareil concernant Shinra et certains de ses pouvoirs, il y a des trucs qui sont skippés. Alors Arthur et Dragon, ça c'est vraiment la genèse de ce qui va arriver plus tard, mais c'était tout aussi bien. Certains nombres des hommes en blanc ont tout simplement été des punching balls, donc pas intéressants. En fait, cette partie 1, en vérité, ce n'est que le commencement de ce qui arrive dans les 90 100 chapitres de la partie 2. Donc c'était vraiment que le tout début. En fait, toutes les infos qu'on a eues là, elles valent rien par rapport à ce qui arrive après. C'est vraiment que le commencement. Et le dernier épisode, du coup. Hein, vous savez, cette séquence monstrueuse qui a fait soi-disant retourner Internet en mode c'est le meilleur épisode de Fire Force ever. Les mecs, cette séquence, elle a duré 2 minutes 30 à la fin de l'épisode 12. Si c'est ça pour vous, le meilleur de Fire Force, putain, vous avez pas vu les 11 épisodes qui... En fait, vous avez sauté de l'épisode 1 à l'épisode 12 direct, en fait. Vous avez pas regardé le reste, c'est pas possible. Pour vous, ça sauve Fire Force. C'est-à-dire cette séquence en noir et blanc où Shinra, bah, il est complètement stuck. Il découvre la vérité derrière tout, en fait, hein, derrière son monde. Comment son monde est devenu son monde. Qu'est-ce qu'il y avait avant le premier cataclysme. Comment est né tout ça en fait? Comment Tokyo est devenu celui qu'il connaît? Et c'est vrai que cette séquence elle est banger. Elle avait déjà redonné le cerveau en manga. Elle a de nouveau pour les animés only retourné le cerveau en animé. Elle a marché cette séquence. Maintenant, est-ce que ça fait d'elle la meilleure séquence de Fire Force? Absolument pas. Surtout qu'il y en a beaucoup qui sont restés dans l'incompréhension en mode PTDR. Qu'est-ce que je viens de regarder? J'ai rien compris. Donc, restez patient, vous aurez certainement les réponses dans la partie 2. Mais pour moi, je vous le dis d'avance, c'est foutu. Vraiment, il va y avoir énormément de trucs skippés. À moins que, surprise, et ce serait vraiment le maximum qu'ils puissent proposer, qu'en fait, ils fassent un peu comme à la SNK. Vous voyez? Saison 4 partie 1, saison 4 partie 2, puis après ils ont fait des longs métrages. Ils ont fait 2 longs métrages d'1h20 ou d'1h30 ou d'1h40. En fait, le must qui puisse être fait pour Fire Force, c'est ça. Une dernière partie, de 12 épisodes, puis derrière, 1 ou 2 films pour venir boucler la série. Parce que pour moi, il est impossible de contenir autant de chapitres dans 12 épisodes. Ça voudrait dire qu'ils fassent quoi? 5 chapitres, 5, 6, 7 chapitres par épisode? Ce serait pas suffisant. En fait, il faudrait quasiment faire 10 chapitres par épisode. Mais les mecs, c'est impossible de contenir autant d'informations en 24 minutes. 10 chapitres, quasiment par épisode, c'est impossible dans le commun des mortels. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui ne marchera pas, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui va bloquer quelque part. Et j'y crois pas du tout à ce que ça s'en sort correctement, ce final de Fire Force. Donc je reste sur ma première idée, que pour moi, c'est déjà foutu dans l'œuf. Voilà, ça peut sembler un peu présomptueux, bien sûr, parce que je ne sais pas si j'ai raison et j'espère avoir tort, bien sûr, mais là, pour moi, il n'y a pas grand champ, il n'y a pas de grande... Il n'y a pas 50 000 solutions pour sauver le truc, quoi. Vraiment, là, ça sent le caca jusqu'au cou, quoi. Voilà, t'as compris. Mais bref, je m'arrêterai sur ça, sur Fire Force. Et on boucle sur quelque chose de plutôt mignon. Voilà, on va clôturer sur quelque chose de plutôt sympathique, même si, comme Fire Force, il y a eu des skips, parce que oui, j'ai volontairement checké de manga. Il s'agit d'Aren-san et sa saison 2, et saison finale, puisque oui, messieurs, dames, cette saison 2 de Aren-san a été jusqu'au bout du manga, et c'était sympathique de revoir Aren, de revoir comment il s'appelle lui déjà. Ah putain, j'ai oublié le nom du perso principal. Oh le con, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. De toute façon, on a tout le groupe, hein, le groupe d'amis. On a des nouveaux personnages qui viennent s'ajouter dans la balance. Mais Raido. Pardon.
Araen et Raido, qui sont maintenant en couple, qui vivent leur vie de lycéen et tout et tout. La série passe, tranquille, voilà. On a des recyclages au niveau comme la saison 1, hein, qui répétait plusieurs fois les mêmes sketchs. Je me dis que la saison 2, en fait, elle a suffi largement à elle-même. Voilà, je me coupe court, je me coupe la parole. Mais pour moi, en fait, En fait, une saison 2 était très bien. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, s'ils avaient fait une S3, on va être honnête tout de suite, pour avoir checké les chapitres du manga, en fait, c'est tout le temps la même chose. Donc en fait, je me dis qu'une saison 2, pour ce qu'elle a eu à raconter et les chapitres qu'ils ont choisi d'adapter, se suffit largement. Puisque dans le dernier épisode, eh ben, on a le droit au classico, fin du lycée, mariage et timelapse de plusieurs années, alors pour pas dire même longues années, puisque dans le dernier épisode, si vous l'avez vu, et j'espère que vous l'avez vu, sinon vous allez vous faire spoiler sévère, la petite fille d'Araen et de Raido vient voir sa grand-mère. La petite fille. Oui, Araen, à la fin de l'épisode final, est grand-mère. Bon, elle a l'air toujours d'avoir 12 ans, mais elle est grand-mère. En fait, un gros time-lapse de plusieurs dizaines, vingtaines, cinquantaines, même peut-être cinquantaines d'années, tu vois, peut-être même 50, 60 ans qui ont passé, peut-être même 70 ans qui ont passé. En fait, ils ont eu un enfant, et ça, faut savoir que c'est pas dans l'épisode final, c'est bien dommage, parce qu'en fait, il y a des pages du manga, et j'ai trouvé ça très touchant, et je suis trop déçu qu'ils les aient pas adaptés, parce qu'ils ont adapté, je crois, 6 chapitres pour terminer l'épisode final. Eh bien, on voit Araen mettre leur premier enfant au monde, leur fille, qui elle-même a une fille, on la voit se marier, on voit tout en fait. Et je trouve ça dommage que l'animé ait droppé tout ça en fait. Pareil pour la relation avec certains personnages, je pense à Ishikawa et la meuf d'à côté là, alors Ishikawa, c'est un personnage très intéressant d'ailleurs, je me permets une petite parenthèse sur ce personnage là, vous voyez le mec tout à gauche là, qui invite le groupe à la plage dans un des épisodes, bon t'as tous les personnages qui jouent un rôle bien précis, qui finissent tous par trouver leur voie dans la vie, notamment Oshiro qui devient coiffeuse à la fin de l'épisode final. Bon, elle nous le dit un peu plus tôt, mais on nous prépare en fait à l'épisode final et au mariage, hein, puisque c'est elle qui coiffera Raen pour son mariage. Tout était calculé hein, de toute façon. Mais Ishikawa, c'est un personnage très intéressant, puisqu'il y a beaucoup de sous-entendus concernant ce perso, notamment sur sa sexualité. Attention, je rentre pas dans le débat, c'est pas le sujet de savoir si oui ou non il est ou s'il est pas. Il y a clairement eu des sous-entendus dans la série qu'il était tombé amoureux de Raido. En gros, qu'il était homosexuel. Souci étant que, à la fin de la S1, Raido se met en couple avec Araen. Ce qui fait que plusieurs fois dans la série, tu sens que le personnage est un peu deg en fait. Que son amour est impossible en fait, tout simplement. Puis finalement, tu te dis, est-ce qu'il est vraiment ce qu'il est? Puisqu'à la fin de l'épisode final, il prend en mariage la meuf qu'il avait rejeté 2 épisodes plus tôt. Alors évidemment, il y a plusieurs années qui ont passé, hein, puisque Raido et Araen sont adultes quand ils se marient, mais tu sais que les deux loustiques, ils habitaient ensemble. Et que bizarrement, il la demande en mariage dans l'épisode final. Pardon, je regardais pas la caméra depuis le début. Mais en fait, il était pas homosexuel, en fait, il était bi. Bref, t'as capté? Encore une fois, je rentre pas dans le débat de savoir s'il est ou s'il est pas, il y a des sous-entendus. Maintenant, je voulais juste le dire, c'est tout. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Je voulais juste éclaircir ça et si les gens pensaient comme moi en fait. Si pour vous, vous aviez capté ou pas, si les sous-entendus étaient suffisamment clairs concernant le personnage, pas que ça me dérange, j'en ai rien à foutre, mais alors strictement rien à foutre, j'ai rien contre ça ou quoi que ce soit, je m'en fous radicalement, mais c'est juste les indices en fait que la série laisse, ou vraiment les phrases, les comportements des personnages qui laissent sous-entendre ces choses-là. Est-ce que j'ai mal compris quelque chose? Ou est-ce que j'ai totalement compris et en fait, je me suis pris la tête pour rien et en fait j'avais raison depuis le début? Ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque et en fait j'avais rien compris et c'était juste un sous-entendu sans aucune importance? Surtout que la meuf sait pourquoi elle peut pas être avec Ishikawa. Et elle le dit, t'es amoureux de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Sans nous dire qui. Donc, je m'arrêterai sur ça, c'est pas grave. Mais globalement, Araen-san, non, excellente série, hein, vraiment. Mais encore une fois, cette saison 2, elle suffit largement pour boucler l'histoire. Parce que pour moi, je trouve, hein, pour avoir checké les chapitres après l'avant-dernier épisode et ce qui sera adapté dans l'épisode final, il restait encore pas mal de choses qui ont été skip. Et c'est pas si grave. On va être honnête, c'est pas si grave parce que ça n'avançait à rien. Ça faisait que stagner. En long, en large et en travers, c'est les mêmes sketchs recyclés. On finit par tourner en rond au bout d'un moment, puisque le manga, je crois, a 18 tomes.
Et à trop tourner en rond, je trouve que la série a fait largement le bon choix d'arriver dans le dernier épisode, à la fin du manga, t'adaptes les derniers chapitres, le mariage, le passage vers la vie adulte, et quelques années qui passent en fait, où Raido, dont on apprend le prénom d'ailleurs, Shota, je crois qu'il s'appelle à la fin du dernier épisode, carrément, elle l'appelle par son prénom, parce qu'Araen, on savait qu'elle s'appelait Reina, mais on connaissait pas le prénom de Raido, je crois que c'est Shota, que le gars en fait a touché à tout dans sa vie, même en grand-père. Même en tant que grand-père, le mec il est astronaute sur Mars. Au moment où Araen parle à sa petite fille, elle lui raconte son histoire d'amour avec son mari, hein, son grand-père, en l'occurrence le grand-père de la petite fille, eh bien le frérot est sur la Lune, ou sur Mars, en expédition, en tant qu'astronaute. Le mec, il a fait professeur, il a fait géomètre, il a tout fait dans sa vie. Ce qui est génial parce que c'est parfaitement dans l'adéquation du personnage. Et Araen, elle, pareil, elle a réalisé son rêve, elle est devenue professeure des écoles, elle est professeure d'art, elle a été, ou elle est toujours, même en tant que grand-mère, professeure d'art. A priori, elle était professeure d'art dans sa jeunesse. En tout cas, elle a réalisé son rêve d'être professeur d'art, et c'est très bien. Les personnages évoluent, lentement mais sûrement. Les sketchs, à un moment donné, c'est bien, mais il faut que ça s'arrête. Donc la série a fait le bon choix. Et je clôture là-dessus sur cette bonne note. La réal, c'était pas foufou, mais ça faisait le café. C'est dans la continuité de la S1, de toute façon, c'était le même staff, le même studio, la 3D moche pour les persos secondaires, mais globalement, c'était propre. Même si le générique était poubelle. Voilà, le générique, l'opening, poubelle. À mort, détruisez cet opening, il n'a jamais existé. L'opening de la saison 2 pue ses grands morts. Vraiment, quel dommage, quel gâchis. Mais c'est pas grave. On clôture sur ça, messieurs, dames. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des séries, enfin des séries, ce que vous avez pensé de cette saison, on va faire de manière plus globale, du printemps. Est-ce que vous avez regardé les mêmes séries que moi? Et si oui, qu'est-ce que vous avez pensé de ces séries en question? Hop, je ferme ici pour la conclusion. Est-ce que vous avez aimé les séries si on en a regardé en commun, si vous avez aimé les séries en question, et s'il y a d'autres séries que vous avez regardées, n'hésitez pas à me faire un petit bilan là-dessus. Ça se trouve, les séries en question que j'ai pas encore vues, parce qu'il arrive que la saison suivante, quand j'ai un trou, que je regarde des animés de la saison précédente que je n'ai pas osé regarder, ou que j'avais pas eu le temps de voir, ou j'avais pas forcément envie de voir, et assez souvent en fait je découvre des surprises en fait, des séries que j'ai pas osé regarder, ou que j'avais peut-être pas remarqué, ou eu la flemme de regarder, parce que j'avais déjà mon petit calendrier de séries, donc je m'étais pas intéressé à ces séries là qui sont au fond du panier, qui s'étaient pas, voilà, que j'avais pas remarqué. Puis je regarde des trucs des fois, je me dis mais pourquoi je les avais pas regardés avant ces séries? Parce que c'est trop cool, je découvre de vraies séries. Après tout le monde, je découvre des séries qui me surprennent et que je kiffe en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, il y a vraiment un truc qui vous a sorti du lot, plus que celle que j'ai regardée moi. Hein, parce que si vous me dites, moi j'ai kiffé Rock is Daddy Modesty, bah oui, je suis content, je l'ai vu. Donc voilà, mais si jamais vous avez même voilà, parmi celles que vous avez regardées, des trucs que moi j'ai pas regardé et que vous pouvez me les recommander, si vous souhaitez me les recommander, je suis preneur. En tout cas, merci à tous et rendez-vous très vite dans 3 mois pour le bilan des animés de l'été. Ciao tout le monde.